Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 18h15 à Washington, D.C., minuit quart à Kinshasa et nous venons devant de vous en ce jour historique où vous avez suivi la cérémonie de la signature de l'entérinement de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin dernier par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous savez que nous sommes ici, mais nous sommes totalement en compassion et en solidarité avec nos populations qui continuent de ployer sous les attaques de forces hostiles. Et donc ce soir, nous revenons au devant de vous dans la tradition qui est la nôtre par devoir de transparence et de redevabilité pour vous faire le point de cette journée historique avec la série d'activités que nous avons connues. La première, évidemment, c'était la rencontre d'abord bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue américain, qui s'en est suivi d'une trilatérale. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait assisté le président de la République dans ces discussions. Elle ne pourra peut-être pas nous donner les détails de ces réunions, mais elle pourra nous dire plus ou moins le tableau général du package qui constitue les accords de Washington. Vous aviez suivi en avril dernier, il y avait la déclaration de principe, il y avait l'accord proprement dit qui a été signé, mais à côté de cet accord, il y a ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale, parce que souvenez-vous de ce que nous disions lundi, le principe de l'accord de Washington, c'est de traiter principalement deux sujets, la sécurité et les sujets économiques. C'est à ce titre que nous avons le privilège d'avoir le gouverneur de la Banque centrale, mais ce n'est pas sous cette qualité qu'il interviendra au cours de cet exercice de redevabilité. Il sera là comme principal négociateur dans les cas de travaux pour la création du cadre d'intégration économique régionale. Ensuite, il y avait une double dimension dans les séjours, dans la visite du président de la République ici à Washington. Il y avait une dimension diplomatique avec l'accord, mais il y avait aussi une dimension bilatérale. C'est pour ça que nous avons le privilège d'avoir le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a signé aujourd'hui, juste après la cérémonie des signatures des chefs d'État, l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Voilà plus ou moins résumé les activités que nous avons eues aujourd'hui, évidemment. Nous allons donner premièrement la parole à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour nous brosser plus ou moins l'esprit et les cas dans lesquels les discussions se sont tenues ce matin qui ont abouti à cet accord en présence de plusieurs chefs d'État africains tels que vous l'avez vu. Madame la ministre d'État, merci. C'est des journées marathon, évidemment. Heureusement que vous êtes une Amazone, comme j'aime bien vous appeler, par rapport à votre engagement sur ces fronts diplomatiques que vous copilotez avec le président de la République. Nous sommes à Washington, l'épilogue sûrement de ce que vous avez commencé déjà il y a plusieurs mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette journée historique? Qu'est-ce que le Congolais, qui attend depuis des heures d'avoir des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu, pour que nous puissions mieux comprendre l'action du président de la République dans la volonté de ramener une paix que nous voulons définitive et durable. Madame la ministre d'État. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Et évidemment, bonsoir à nos chers compatriotes qui nous suivent à Kinshasa, à Goma, Bukavu et dans toutes les autres parties de la République démocratique du Congo. En effet, une journée historique, journée du 4 décembre, lors de laquelle trois chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui, en fait, entérinent trois documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivie de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc, ces trois instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain.
y compris justement sur le potentiel et la promesse, si vous voulez, de cet accord de Washington, mais aussi sur les perspectives d'un partenariat bilatéral renforcé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Après ce passage à la Maison-Blanche, nous avons donc ensuite eu la cérémonie de signature que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct, pendant laquelle justement une déclaration a été signée par les 3 chefs d'État, à savoir donc le chef d'État, notre président de la République évidemment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président Trump et le président du Rwanda. Et donc, avec cela, entre en vigueur, si vous voulez, l'accord de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques qui n'ont pas commencé en avril, mais bien avant, à commencer par la résolution 2773 qui a été adoptée au niveau du Conseil de sécurité à l'unanimité et qui, si vous voulez, a jeté un peu la base sur toutes les perspectives vers une pacification durable de l'Est de la RDC, mais aussi de la région des Grands Lacs. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur. Et ceci a été la posture de la République démocratique du Congo dès l'avènement du président de la République à la magistrature suprême. Et nous restons engagés dans cette logique. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame la ministre d'État, pour cette introduction. Je me tourner du côté du gouverneur Ouamesso, mais je rappelle que vous n'intervenez pas comme gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais plutôt comme un des experts de la République démocratique du Congo, spécifiquement pour ce qui concerne le cadre d'intégration économique régionale. Vous savez tous, l'accord, j'en parlais tout à l'heure, l'accord du 27 juin avait principalement 2 points, la question de la sécurité, mais aussi la question économique. Et sur cette question économique, M. Ouamesso, beaucoup de choses ont été dites, notamment qu'on bradait nos minerais pour le Rwanda, mais la question principale, c'est qu'on veut ramener les développements, on veut ramener l'économie pour nos populations. Question, est-ce que la société civile a été consultée durant les travaux qui ont permis aujourd'hui la signature? Je rappelle que la ministre d'État a signé ce matin les documents qui créent formellement le cadre d'intégration économique régionale juste après l'activité des chefs d'État. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Permettez-moi de faire un petit rappel historique par rapport aux causes profondes de cette crise que nous connaissons. Cette crise a démarré pas parce qu'il y a eu un problème entre le Rwanda et le Congo, mais cette crise, les causes profondes sont économiques. À la fin de la guerre froide, il y a eu une volonté d'avoir accès aux matières premières qui servent aujourd'hui à ce qu'on utilise les téléphones portables, les ordinateurs et tout cela. Et il lui fallut à l'époque que le Zaïre puisse privatiser ces entreprises minières qui étaient essentiellement étatiques. Et vous savez que nous avons une conférence nationale souveraine
où les deux grandes forces, même si elles étaient opposées politiquement, je rappelle, donc l'Union sacrée, conduite par le docteur Étienne Tshisekedi, et la mouvance présidentielle, ont toutes les deux, ces grandes forces, refusé la privatisation, même s'ils étaient opposés politiquement. Et c'est ainsi qu'il y a eu, pour permettre l'accès à nos matières premières de la part de l'Occident, la création d'une troisième voie. Et cette troisième voie, malheureusement, n'a pas pu prendre politiquement au sein du pays. Et comme il y avait un impératif de pouvoir accéder à nos ressources, c'est comme ça qu'il y a eu un blanc-seing qui a été donné au Rwanda et à l'Ouganda pour nous envahir. C'est ça la raison fondamentale de la crise qui a déchiré notre pays durant pendant les 30 années passées. Et donc, il fallait aussi le résoudre par un volet économique. Pour résoudre ce problème-là, il fallait créer un cadre propice où, par rapport à cette économie passée, donc l'économie du numérique et l'accès à ces ressources, que les choses soient clarifiées de manière transparente, où on affirme la souveraineté de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de ces ressources, et qu'on dise que s'il y a des matières de coopération entre les deux pays ou plusieurs pays de la région, que cela se fasse de manière transparente. D'où ce cadre d'intégration économique régionale, qui, au fait, repose essentiellement sur ce qui a été imaginé déjà dans le cadre de la CEPGL. Parce que ce cadre d'intégration régionale économique est basé sur l'énergie, infrastructure, agriculture, tourisme, mais on a rajouté maintenant un volet qui concerne les matières premières. Mais ça consacre aussi économiquement la fin d'un cycle, parce que l'économie fonctionne en fonction des cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins courts et il y a des cycles qui sont plus ou moins longs. Et il y a la fin d'un cycle maintenant qui marque la fin d'une économie du numérique telle que nous l'avons connue hier. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là marque l'économie du futur, l'économie verte, où les mêmes matières premières stratégiques se retrouvent au Congo. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets. On règle un problème du passé avec le cadre économique d'intégration économique régionale, et il y a un partenariat stratégique qui s'ouvre sur les nouvelles matières premières. Et là, c'est du bilatéral directement, alors que ça ne s'est pas fait par le passé, où on négociait nos matières premières sans nous. Ici, maintenant, ça se négocie directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est un grand tournant, mais on va en parler les jours, les semaines et les mois qui suivent. Maintenant, est-ce que la société civile a été consultée? Bien sûr que oui, la société civile a été consultée. Pas seulement la société civile, mais la majorité des entreprises occidentales et américaines qui étaient concernées par l'exploitation des matières premières qui se trouvaient dans la région des Kivu, région qui est concernée par le conflit qui dure depuis 30 ans. Et l'une des sociétés civiles phares qui a été consultée dans le cadre de ce cadre d'intégration économique régionale, c'est la Fondation Panzi. J'ai participé moi-même aux discussions. Il y avait Global Witness, il y avait Human Rights Watch, il y avait The Sentry, des organisations de la société civile qui ont toujours eu un regard très critique par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays et qui ont emmené, au fait, leurs remarques
pour que ce cadre d'intégration régionale économique se fasse d'une manière transparente, où les choses ne pourront plus échapper au fait aux populations locales. Et je dois préciser une dernière chose, c'est que ce cadre d'intégration économique régionale ne peut entrer en vigueur que s'il y a un retour total de la paix dans nos régions. Voilà. Voilà, merci. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, il y avait une dimension bilatérale durant cette mission du président de la République. C'est justement l'accord du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis qu'on appelait il y a quelques semaines le deal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sommairement de ce qui a été convenu avec la partie américaine au sujet justement des opportunités économiques et des relations économiques qui doivent être dorénavant renforcées? Merci bien. Donc, je pense qu'il faut d'abord noter la symbolique. La symbolique, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui s'est passé à Washington, D.C. Et le résultat que l'on a vu aujourd'hui, c'est essentiellement aussi grâce à la détermination du gouvernement américain, de son président, le président Donald Trump. Comme vous avez bien dit en introduction, à part ce cadre ou ces documents qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a également eu, juste après cette cérémonie, dans une autre salle, peut-être loin de la plupart des caméras, une cérémonie de signature de 2 autres documents. Le plus important ici, c'est de noter que la relation entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais a pris une autre dimension. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique. Qui dit partenariat stratégique dit un niveau élevé de confiance politique entre les 2 gouvernements, avec des objectifs de long terme qui s'alignent tant du point de vue des relations économiques que du point de vue des questions de défense et de sécurité. Jusque-là, les relations économiques entre nos 2 pays étaient régies par un accord de protection, de promotion et de protection réciproque des investissements, conclu en 1984. Donc on va donc dire qu'on est passé d'une catégorie à une autre, parce qu'on est aujourd'hui des partenaires stratégiques sur les questions économiques et de commerce, sur les questions de défense et de sécurité, sur des questions de sciences et de technologie, sur également des questions institutionnelles et de gouvernance. Et les questions institutionnelles et de gouvernance sont liées notamment à ce que nous envisageons de faire dans le domaine économique. J'ai tout à l'heure dit qu'un partenariat stratégique était l'illustration d'un niveau élevé de confiance politique, c'est-à-dire 2 États qui regardent dans la même direction et qui regardent loin en essayant d'aligner leurs intérêts ou en étant convaincus que leurs intérêts de long terme sont liés d'une manière assez profonde. Ici, ne nous voilons pas la face. Le monde tel qu'il évolue, il va être déterminé, il se détermine déjà pour les États qui aspirent à devenir puissance mondiale ou qui veulent demeurer puissance mondiale, c'est dans l'accès aux métaux critiques. Et la République démocratique du Congo est un réservoir de ces métaux critiques, est un réservoir des matières premières qui détermine aujourd'hui le niveau de puissance militaire,
le niveau de puissance économique du point de vue de la haute technologie. Donc, en même temps que la relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est censée prendre une forme plus paisible, une forme de prospérité partagée, il est également important pour celui qui a été le parrain et qui voit un intérêt à sécuriser son accès aux métaux critiques, aux minéraux critiques qui sont disponibles en République démocratique du Congo. C'est donc ce cadre que nous avons conclu aujourd'hui en signant un accord de partenariat stratégique qui, dans son ensemble, dans sa structure, s'est apaisanti sur le volet commercial et économique. Il s'est également apaisanti sur le volet institutionnel et de gouvernance. Pourquoi sur le volet institutionnel et de gouvernance? Parce que ces conflits sont aussi, ce conflit récurrent dans la région des Grands Lacs s'explique fondamentalement par l'accès via des moyens illicites aux minéraux, surtout les matières critiques qui résultent de l'exploitation artisanale de minéraux. Et donc remettre de l'ordre, renforcer les capacités de l'État congolais dans ce domaine est apparu important pour que les objectifs communs que nous avons sur le plan commercial et économique puissent se réaliser. Il y a un deuxième volet, un deuxième document qui a aussi été signé. C'est un mémorandum d'entente entre les deux pays sur les questions de défense et de sécurité qui a donc été signé par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec le secrétaire d'État Rubio, alors que le secrétaire d'État Rubio et moi-même, nous avons signé l'accord de partenariat stratégique. Et ce document met en place un cadre pragmatique qui va permettre d'organiser la manière dont les relations économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis vont prendre forme, vont s'intensifier pour nos intérêts mutuels de long terme. C'est donc un engagement de long terme. C'est pas un troc. C'est pas un troc. C'est, je répète, deux États qui conviennent, qui ont des intérêts de long terme. Nos intérêts de long terme, c'est le développement économique, dans la paix, dans la sécurité. Les intérêts de long terme des États-Unis, c'est un accès aux ressources minérales qui sont disponibles dans notre pays, un accès qui ne prenne pas les formes actuelles de groupes armés qui pullulent effectivement et exactement dans les régions où sont disponibles les terres rares et les autres métaux critiques. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. On va prendre des questions, évidemment. On pourra répondre à quelques questions en anglais pour les journalistes qui peuvent poser des questions dans cette langue. Je souhaiterais que nous puissions être courts et précis dans nos différentes questions parce que nous avons encore malheureusement un agenda particulièrement chargé dans les cas de travaux qui se font ici. Je vais commencer par Willy Kalengai, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Monsieur le membre du gouvernement, deux textes majeurs ont été signés aujourd'hui. L'accord stratégique entre les USA et notre pays et l'accord de paix qui a été entériné. Quels sont les points de jonction entre le partenariat stratégique et l'accord de paix? Y aurait-il une relation dialectique
de manière à ce que les succès de l'un puissent renforcer les succès de l'autre. Qu'est-ce qui va passer en avant? Est-ce que c'est l'accord de paix qui va être la base du partenariat stratégique ou c'est le partenariat stratégique qui va renforcer l'accord de paix? Merci. Alors, peut-être que les autres collègues pourront répondre, mais je crois qu'ici, il y a une condition principale. Je pense que le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Pour nous, avant, par exemple, d'aller dans les cas d'intégration économique régionale, c'est la paix. Le vice-premier ministre, peut-être qui rebondira dessus, l'a dit aussi. Il a parlé du contexte de groupes armés. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de trafic dans la partie Est principalement, parce que le partenariat avec les États-Unis concerne toute la République démocratique du Congo dans ses opportunités. Donc, je pense que pour nous, le premier point qu'il faut avoir, c'est le retour de la paix, parce que c'est la paix qui déterminera les autres. Peut-être que le vice-premier ministre peut aller de manière... Petit bémol, juste un petit bémol, comme ça vous allez répondre. Dans les deals avec les Américains, il était convenu que nous acceptons l'accès à nos ressources et les États-Unis nous donnent de la sécurité. Et je n'ai pas senti ça aujourd'hui. Monsieur le vice-premier ministre ou madame la ministre, vous voulez dire un mot à propos? Alors, je vais juste rebondir sur le point que vous avez fait, monsieur le ministre, sur la corrélation entre les deux instruments. Je pense qu'il est très important d'insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous projeter et nos partenaires américains en sont extrêmement conscients aussi. Nous ne pouvons pas nous projeter dans une logique d'un partenariat stratégique avec des piliers économiques si nous n'avons pas un retour de la paix, mais aussi un retour de l'autorité de l'État. Donc je pense que ce sont des conditions sine qua non et nous avons toujours su communiquer cela de manière très claire. Maintenant, quand vous parlez de ce qui était prévu dans le deal, alors je vais juste vous encourager peut-être à vous pencher sur les documents et sur les textes tels qu'ils ont été adoptés aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers mois, ces dernières semaines sur ce fameux deal. Maintenant que nous avons franchi ce cap, il y aura certainement beaucoup plus de clarté sur ce qui est prévu. Évidemment, nous sommes aussi conscients que certains éléments ne peuvent pas toujours être divulgués et discutés de manière détaillée et ouverte, mais le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a été déjà assez clair. Nous avons signé aujourd'hui 2 instruments bilatéraux importants, un qui porte sur le partenariat stratégique, mais un deuxième, justement, un mémorandum d'entente qui porte sur les questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc, je pense que le décor est planté. Peut-être que maintenant que certains de ces textes sont disponibles, il sera plus facile d'enrichir la lecture des uns et des autres et d'aller au-delà des spéculations qui ont été quand même alimentées de manière tout à fait compréhensible ces dernières semaines pour mieux comprendre ce qui est prévu. Mais je laisse peut-être aussi la parole au VPM qui va certainement pouvoir compléter cela. Merci. Merci Mineta. Mais laissez-moi peut-être commencer par un des documents phares qui a été signé aujourd'hui avec le Rwanda, donc ce cadre d'intégration économique régionale. Ce document a à sa fin une clause d'entrée en vigueur. Nous allons mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tout le territoire national, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C. En d'autres termes, le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. En d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques. Ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis? Je sais que dans l'opinion, ça a été présenté de manière simpliste comme un troc, comme un deal, matière première contre sécurité. Non, ce n'est pas le cas. J'ai parlé des objectifs à long terme. L'accord dit clairement que, oui, il va y avoir un focus sur l'exploration, sur l'extraction, sur la transformation des minéraux critiques, mais on va au-delà de simples minéraux critiques parce que, par exemple, l'accord prévoit que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre des projets qui sont considérés comme, comment je dirais, comme critiques pour qu'on transforme la RDC. C'est-à-dire Inga, Grand Inga. Ce n'est pas que nous disons non. Nous disons dans le texte, RDC et USA, nous allons travailler de manière coordonnée pour que ce projet avance. L'accord insiste aussi sur le corridor de Lobito. L'accord prévoit également que la RDC dise clairement quels sont les projets de développement considérés par la RDC comme étant des projets stratégiques. Et cette liste, la liste de ces projets stratégiques, sera incessamment communiquée par la RDC à la partie américaine et fera partie intégrante de l'accord. De la même manière que les États-Unis vont communiquer à la RDC les projets considérés par la partie américaine comme étant des projets critiques sur un certain nombre de métaux. Voilà donc, si vous voulez, cet ensemble. Maintenant, comment vous voulez qu'on avance sur ces grands dossiers si il y a de l'instabilité dans une grande partie du territoire? C'est là le lien. C'est là le lien. Et le point de départ, justement, pour restaurer les conditions de paix et de sécurité, ces éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin, et ces éléments ont été repris comme condition d'entrée en vigueur du cadre d'intégration économique régionale. Voilà, rapidement, monsieur le gouverneur, un petit commentaire. Oui, monsieur Kengay, votre question me semble plus profonde que ça. Vous savez, nous sommes aujourd'hui République démocratique du Congo, mais nous avons été initialement État indépendant du Congo. Nous avons été créés pour que le monde occidental vienne puiser ses ressources dont elle a besoin pour son développement industriel. Donc rappelez-vous le caoutchouc, rappelez-vous Chikolobwe, rappelez-vous le développement de l'électricité avec notre cuivre. On ne nous a jamais demandé notre avis. Et je vous ai rappelé que quand on a eu besoin de venir prendre le coltan et tout ça, nous avons tergiversé. Bon, c'est pas que nous avons tergiversé, nous avons voulu défendre nos intérêts en disant qu'on ne privatise pas. Et il y a une décision qui a été prise. Et nous avons été envahis. Et aujourd'hui, il y a des iPhones, il y a des Samsung qui sont utilisés avec nos ressources sans nous. Et c'est la première fois de notre histoire commune qui a été créée par d'autres personnes. Parce que l'État indépendant du Congo, on a tracé les frontières sans nous. C'est la première fois qu'il y a une nouvelle révolution industrielle qui va arriver et qu'on décide de pouvoir discuter de l'accès de ces matières premières dont on a besoin pour cette révolution industrielle, qu'on discute avec la RDC. C'est un tournant historique. Et il faut qu'on en prenne la mesure nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que nous voulons,
voir, c'est-à-dire la paix et tout ça, dépend de la responsabilité que nous devons comprendre qui est la nôtre par rapport à cet événement historique qui a été arraché grâce au leadership du président Tshisekedi. C'est une première historique que pour avoir accès à nos ressources, pour développer une industrie mondiale, faire une révolution industrielle, on vient discuter de ça avec le Congo et qu'on signe des accords avec les Congolais. C'est très, très important. Alors, merci de ce rappel. On va prendre la question de Madame Elena. Ensuite, on prendra... please, go to the microphone. Et ensuite, on prendra les questions en série pour faire une économie de temps, vu qu'il y a 4 intervenants. Si chaque intervenant doit faire un commentaire, vous comprenez que nous devons gérer un peu plus le temps. Thank you so much for doing this. Janelle de Malaon from Deutsche Welle. Would it be possible to get an answer in English and in French? Yes. Thank you very much. So my question is, now that the agreement has been signed, do the Congolese people know what has been signed, and do they stand behind it? Can you please talk to the microphone? Yes. Thank you. Is this better? Yes. Thank you. Now that the agreement has been signed, do the Congolese people know what has been signed, and do they stand behind it? OK. L'édit vient d'être signé. Oui, tout à fait. I mean, obviously, there's been a lot of talk about the agreement, and our president has been very transparent about the principles that would be guiding it. When we're talking about the signature today, again, we have to remind ourselves that this is an agreement that is built on different milestones that have been passed over the past months and weeks. And so, of course, there is always a need to communicate and to continue communicating about the different elements that constitute the Washington Accords. But do the Congolese people stand behind it? I believe so, of course, because this is our pathway to peace. This is our pathway to long-lasting peace and to peaceful cohabitation also with our neighbors. Does this mean that all of the expectations are reflected in the instruments as they exist? Probably not, and I think there's always going to be debates around that. But at the same time, I think it's important to emphasize the fact that this is an instrument, or this is an agreement that is bringing us closer to peace, but also bringing us closer to peace by bringing us closer to accountability. Donc, juste pour répondre rapidement à la question qui était de savoir si, maintenant que l'accord a été signé, s'il est connu par la population congolaise et si le peuple congolais appuie cet accord. Alors, est-ce qu'il est connu? Encore une fois, je reviens sur mes mots d'introduction initialement et le fait que j'ai insisté quand même sur les éléments qui constituent cet accord. Donc, il s'agit de plusieurs documents et instruments qui ont été signés ces derniers mois. Cela veut dire qu'il y a eu assez de temps, si vous voulez, pour se familiariser avec ces instruments. Il y a eu aussi beaucoup d'efforts de communication. Nous savons que nous devons continuer à communiquer sur ces accords pour justement les vulgariser davantage, surtout auprès de notre population, étant donné que le conflit nous affecte, nous, en premier lieu. Est-ce que la population congolaise est satisfaite de ces accords? Je voudrais l'espérer, évidemment, étant donné que ces accords détiennent la promesse d'une paix durable dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Évidemment, je pense qu'il y a des éléments que certains auraient voulu voir dans les accords et qui n'ont peut-être pas vu. Je pense qu'il y aura toujours des débats, il y aura toujours des attentes qui n'ont peut-être pas été matérialisées, mais en même temps, nous devons nous rappeler que c'est un accord qui nous rapproche de la paix, pas seulement à cause des promesses et à cause des différents éléments qu'il contient, mais à cause du caractère contraignant qui le caractérise. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la question. Yes, please go quickly then. All right. Of course, the U.S. administration is interested in critical minerals. Is there going to be a problem accessing these minerals if those areas where those minerals are controlled by rebels? Thank you. C'est bon, toujours? Ouais. I mean, obviously, again, we are emphasizing the correlation, and I think the Vice Prime Minister, Minister of Economy, was very clear about that. We are emphasizing clearly the correlation between economic opportunities and opening up
opening up our landscape, if you want, to different investors and security and the ability to do so in certain areas. So there is a strong link between the two, and this is why we insist on building resilient and strong, robust strategic partnerships, but also partnerships that are cognizant of the complexity of the context. We cannot project ourselves in a future whereby partners can benefit or access our natural resources when issues such as the safety of our people are not addressed. And this is fundamental to any perspective of economic activity in the areas that are currently occupied by rebels. So obviously these elements go hand in hand. The return of state authority is a precondition to any economic, successful economic venture or enterprise. Ok, merci. On va prendre la question de Michael Cavana et puis je vais demander à Peter Tiani de se préparer. Allez-y, s'il vous plaît. Ça marche? Oui? Ok, super. Trois petites questions. Les rebelles M23, est-ce qu'ils approchent la ville d'Uvira et que disent le président Kagame et Trump à ce sujet, que le combat continue? Deuxièmement, le partenariat stratégique mentionne une liste de projets stratégiques désignés, n'est-ce pas? Quels sont ces projets? Et le partenariat aussi mentionne une réserve stratégique de minéraux et comment est-ce que ça va fonctionner? Merci. Voilà, sur la question du partenariat, le vice-premier ministre Moukoko pourra y répondre. Quand je commençais ces briefings, j'ai commencé par dire justement que nous le faisons, nous sommes totalement en solidarité avec nos populations qui pourraient sous de bombes. Je pense que cette question, peut-être que la ministre d'État pourra dire un peu plus à ces sujets. Je rappelais que pour nous, la définition de la paix que nous voulons avoir, passe par le retrait de troupes rwandaises et par la cessation de toute forme de soutien au M23. Il est clair que les événements que nous avons notés ces derniers jours nous ont éloignés de la perspective de la paix qui est ressortie du 27 juin parce que des attaques ont été multipliées contre le civil. Et je pense qu'à l'occasion de la discussion qu'il y a eu avant que l'accord puisse être signé, le président Trump, évidemment, a eu l'occasion d'écouter le président Tshisekedi à ses propos. Peut-être que la ministre d'État peut nous faire un petit commentaire de ce qui a été, de cette question qui a figuré dans les entretiens, parce que vous avez suivi le président Trump lui-même dire qu'il y a, dans 72 heures, il doit y avoir des choses qu'on verrait sur le terrain. Madame la ministre d'État. Très bien, on ne va pas entrer évidemment dans les détails, si vous voulez, des entretiens entre les chefs d'État, mais je pense que la préoccupation est une préoccupation partagée, certainement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous voulons l'espérer aussi du côté du Rwanda, de voir que la situation sur le terrain se transforme, si vous voulez, ou s'adapte assez rapidement aux réalités diplomatiques que nous avons pu observer aujourd'hui. Donc, quand il s'agit de la situation au Sud Kivu, évidemment, nous l'avons suivi, nous continuons à la suivre avec vigilance, mais nous sommes aussi conscients justement des mots que le président Trump lui-même a prononcés à la fin de la cérémonie aujourd'hui, quand il a été interpellé par une de vos collègues justement sur ce qui allait se passer maintenant que les accords avaient été signés et que la réalité sur le terrain était quand même encore caractérisée par de la violence. Je pense qu'il était aussi très clair en exprimant son attente que assez rapidement les choses devraient changer sur le terrain. Donc évidemment, nous parlons d'engagement entre trois États et vraiment au sommet de ces États. Et des engagements fermes, je pense une détermination ferme aussi à voir comment les choses peuvent rapidement changer et nous le suivons avec intérêt. Nous savons que du côté de la République démocratique du Congo, nous n'allons ménager aucun effort pour que les choses se transforment ou changent assez rapidement sur le terrain. C'est quelque chose à suivre et je pense que nous devons retenir que tout le long de ce processus, nous sommes maintenant arrivés à un point où il s'agit de chefs d'État qui prennent la parole, plus de ministres, chefs d'État qui engagent, et je pense que nous avons une attente tout à fait légitime
qu'à ce niveau de décision, il y ait des changements rapides au niveau du terrain. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, je rappelle que l'accord de partenariat stratégique est déjà public, donc les gens peuvent le consulter. Vous parliez tout à l'heure de Lobito, vous parliez de Inga. Il y a une question spécifique qui est revenue sur, il y a une liste de projets qui est annexée. Je pense que vous y avez déjà plus ou moins répondu. Oui, effectivement. Il faut noter que l'accord de partenariat stratégique a mis en place un dispositif qui va vraiment donner de la cadence à cette relation. D'abord, il prévoit qu'un comité de pilotage conjoint va être est créé. Il est créé dans l'accord. Sa composition est définie dans l'accord de deux côtés, avec deux coprésidents. Du côté américain, le département d'État, et du côté congolais, ça va être le ministre le plus préséant entre les 4 ministres qui ont donc été identifiés, dans l'accord. Et sur la question des projets stratégiques du point de vue de la RDC, laissez-moi dire que Inga et Lobito ressortent comme des pans à part, à cause justement de l'importance stratégique de ces deux initiatives. Mais l'accord prévoit que la RDC communiquera via le comité de pilotage conjoint la liste de projets stratégiques. Quand on parle de projets stratégiques ici, il ne s'agit pas nécessairement de projets dans le secteur minier. Ça va toucher aux routes, ça peut toucher aux ports, ça peut toucher aux chemins de fer. Il va revenir au gouvernement de la RDC d'identifier ces projets stratégiques et de les communiquer. De la même manière, l'accord prévoit également que le gouvernement américain ait accès à des réserves minières stratégiques et il va donc il revient à nous, RDC, de communiquer les concessions qui sont libres. Les concessions qui sont libres, et la liste de ces concessions sera communiquée toujours via le comité de pilotage conjoint. Et l'accord a bien défini quand est-ce que ce comité se met en place, avec quelle cadence il va travailler, de manière à ce que l'accord ne soit pas lettre morte, mais qu'il vive dans le long terme, parce qu'il n'a pas été conclu uniquement pour régler un problème de court terme. Il a vraiment été conclu pour bâtir une relation de long terme entre les deux pays. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Peter Tiani, puis on prendra 3 ou 4 pour terminer, parce que nous avons d'autres engagements. Vous allez prendre votre question, mais s'il vous plaît, nous irons par une question. Ce serait une étape comme ça, on en prendra les maximums. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre. Peter Tiani, pour le compte de Perfect Télévision. Je vous félicite d'abord, vous remercier pour l'exercice de redevabilité, pardon. Pour l'exercice de redevabilité. Et puis je saisis aussi cette opportunité de manière directe pour jeter de fleurs à notre ministre des Affaires étrangères. Je n'ai jamais eu l'occasion, au regard de ce travail titanesque qui a abouti aujourd'hui. On est dans un pays où on reconnaît les valeurs des autres quand ils meurent. J'en saisis l'opportunité aujourd'hui. Mais je veux... il y a des inquiétudes. Mes questions vont être un peu disparates, mais bon, c'est pour vous 4. La première, c'est... Je veux rebondir sur la question du journaliste précédent. Madame la ministre, vous pouvez être complétée par Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Après la signature de l'accord, on peut beau parler, il y a des choses qu'on attend sur le terrain, de manière palpable, les résultats. Sinon, on va parler en l'air. Les résultats, c'est la paix. Le Congolais qui est dans l'est du pays, lorsqu'il vous suit aujourd'hui, il a vu qu'on a signé, on a communiqué, le Congolais est content. Mais il se pose une seule question. Les bruits des bottes, ça finit quand? De manière claire, pas de langue de tabou, pas de philosophie. On a signé,
Si demain on apprend qu'on a attaqué Uvira, tout ce qui est fait aujourd'hui tombe caduc au sein de l'opinion. Nous sommes de la communication. Dites-nous de manière claire, on a signé, il est écrit dans l'accord que les Rwandais doivent lever leurs mesures de défense chez nous. Ça se fait quand? Surtout que nous avons suivi Kagame dans son speech dire que ce n'est pas une fin en soi cet accord, et il va loin pour dire que si ça échoue, ce ne sera pas de la responsabilité du président Trump, mais de la responsabilité des partis, donc du Rwanda et du Congo. Il a été clair, il a été de mauvaise foi depuis toujours. Il n'est pas venu à Luanda, il a qualifié cet accord de stupide en juin. Bon, on sent qu'il ne veut pas. Au cas où, ça tirait. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Congolais veulent savoir cette préoccupation que je vois dans le réseau. La deuxième... La dernière, s'il vous plaît. La dernière. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de la banque, je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites. Il ne faudrait pas que les gens appréhendent mal ce que vous dites. Parce que vous dites que les Américains... La communication, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est ce que les gens comprennent aussi. Les Américains vont prendre les minéraux, les matières rares chez nous. Bon, si je vous ai... Les terres rares, je ne sais pas si je vous ai bien saisi. Les matières stratégiques. En contrepartie de quoi? Le gouverneur venait de dire tout à l'heure que lorsqu'il voulait prendre du coltan, lorsqu'il voulait prendre du caoutchouc, il coupait les Congolais qui se présentaient avec des moignons. Aujourd'hui, quand il décide de venir à Inga, Inga, c'est pas dans l'Est, là, c'est ici, ça va. En contrepartie, il y a quoi? Et est-ce que nous sommes, nous, économiquement viables et crédibles aux yeux du monde et des Américains pour qu'ils nous prennent au sérieux? Votre analyse personnelle, je vous remercie. Merci, on va y répondre rapidement. Peut-être qu'on va commencer par la Mineta. Alors, évidemment, nous sommes conscients de l'attente tout à fait légitime de nos compatriotes à travers la République démocratique du Congo, mais en particulier dans les zones occupées, que cet accord se traduise très rapidement dans un changement des conditions et un retour à la paix. Alors, en termes de ce qui devrait se faire dans l'immédiat, évidemment, le premier pas serait un cessez-le-feu. Je pense que ça, ce serait un indicateur clair que les partis... un indicateur clair qui illustre l'engagement des partis, mais s'il y a, si vous voulez, une continuation de la violence, ça ne veut pas dire que l'accord est caduc. Je ne pense pas qu'une guerre ou un conflit qui a duré 30 ans se prend fin juste par la signature d'un accord. Ça veut dire que nous allons et nous devons être conscients du fait que nous allons avoir des avancées, mais nous allons aussi avoir malheureusement des échecs. Ce qui est important ici, c'est de souligner le fait que nous avons 3 parties prenantes à ces accords qui ont toutes pris l'engagement justement d'exécuter cet accord et de se rendre redevables. Et ça à des niveaux différents par rapport à des engagements différents. Nous comptons énormément sur l'engagement des États-Unis d'Amérique. Le président de la République a été très clair là-dessus. Après 30 ans, combien de présidents américains sont passés sans pour autant s'engager avec autant de moyens diplomatiques et autres que le président Trump. Donc je pense que nous avons tous un intérêt à ce que cette guerre prenne fin et que même au premier, si vous voulez, au premier défi ou à la première, au premier, je ne veux pas dire échec, mais au premier défi, on ne jette pas cet accord, si vous voulez, à l'eau, mais on continue justement à se battre pour une redevabilité, pour une exécution de l'accord. Si c'était si facile de mettre fin à une guerre juste en signant un accord, nous n'en serions pas là 30 ans plus tard. Donc il s'agit d'un engagement continu qui doit être maintenu par toutes les parties prenantes et nous en sommes conscients. Nous allons faire notre part des choses et justement continuer aussi à insister sur une redevabilité de tous les acteurs. Voilà, pour compléter rapidement ma collègue, je vous lis ce que le secrétaire Rubio, donc le collègue de la MINAFET, a dit à ses propos aujourd'hui. Il y aura... we have an agreement. Nous avons un accord et l'accord doit vivre.
l'accord doit être implémenté. Vous pouvez signer un accord, signer des documents, mais vous devez être sûr que cela s'applique. Comme dans toute guerre, dans tous les conflits, la route vers la paix, vous pouvez avoir des up and down, donc des hauts et des bas, et il y aura des stop and the start. Et puis il rajoute, il dit, mais maintenant, nous avons un engagement au plus haut niveau de 2 gouvernements avec les chefs d'État sur des questions spécifiques qui doivent arriver. Maintenant, nous devons nous assurer que ces choses arrivent. Nous sommes engagés sur chaque étape qui va nous conduire à ces résultats. Ça veut dire que nous connaissons, ne nous voilons pas la face. Nous connaissons l'attitude belliqueuse du président rwandais. Je pense aujourd'hui, ça ne sert à rien de le répéter, même le médiateur américain est au courant. Et donc, il y a eu un engagement qui a été fait en présence d'autres témoins, des chefs d'État qui étaient là. Et donc, on va voir dans les jours qui viennent. Parce que pour nous, l'engagement pour la paix, les présidents de la République, là, depuis le premier jour. Monsieur le vice-premier ministre, sur les aspects sur lesquels vous devez réagir, et le gouverneur, très rapidement. Je pense que je voudrais d'abord demander à mon cher Tiani d'effacer rapidement la notion d'un simple deal. Parce que je crois que votre question part de cette hypothèse. Je répète, c'est un partenariat stratégique, c'est dans le long terme, c'est des intérêts mutuels, convergents des 2 pays, des 2 États. Et même s'il y a un focus sur les mines, mais le document le dit à plusieurs endroits que ce qui se fera dans le strict respect des lois des 2 États. En ce qui nous concerne, dans le domaine minier, nous avons un code minier. Lequel code minier dispose que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire l'exportation des produits bruts, ce n'est pas ce que prévoit le code minier. Le code minier prévoit que les produits doivent être transformés. Et l'une des contraintes à la transformation, c'est le déficit en électricité. Ce n'est donc pas étonnant que Grand Inga ressorte dans ce document comme étant, et d'ailleurs, quand vous lirez le document, vous verrez que Grand Inga vient comme étant la toute première grande initiative pour la RDC, mais également pour la région, parce que Grand Inga, ce n'est pas seulement pour la RDC, Grand Inga, c'est aussi pour une bonne partie de l'Afrique. Et il y a effectivement aussi cette volonté des entreprises américaines à investir davantage. Est-ce qu'elles sont en République démocratique du Congo? Oui, elles sont en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elles veulent investir un peu plus? Oui, elles veulent investir un peu plus. Juste après la cérémonie de signature, j'ai personnellement pris part à la Chambre de commerce des États-Unis aujourd'hui, cet après-midi, avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et le sous-secrétaire d'État américain, à une discussion organisée avec les grandes entreprises américaines qui vont d'ailleurs organiser au mois d'avril de l'année prochaine un forum sur l'investissement responsable. L'idée étant d'ouvrir un peu plus l'espace de la RDC aux investissements américains, mais cela doit se faire dans un environnement de paix, de sécurité et de bénéfices mutuels entre nos 2 pays. Donc, regardez cet accord de partenariat stratégique comme un instrument pour la transformation de la République démocratique du Congo pour le long terme. Voilà, merci. Un petit commentaire et puis nous prendrons peut-être une ou l'autre question pour la ministre d'État qui sera obligée de nous laisser pour d'autres engagements. Monsieur le gouverneur. Je ne ferai pas de commentaire par rapport à ce que vient de dire le VPM. Je crois qu'il a tout couvert.
Mais par rapport à la première partie de votre question, je voulais juste rajouter un petit commentaire. Cet accord est signé à Washington. Et je pense que ce soit la République démocratique du Congo ou bien que ce soit le Rwanda, personne ne voudra décrédibiliser les États-Unis d'Amérique par rapport à son implication pour cet accord de paix. C'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, on va prendre les questions de Siméon Isako. On va y arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va s'assurer que les questions qui sont posées, si c'est celles qui sont destinées à la ministre d'État, elle peut y répondre parce qu'elle doit aller à d'autres engagements. Monsieur Christian Lusakweno, vous avez une question pour la ministre d'État? Allez-y, s'il vous plaît. Comme ça, on sera en mesure de les prendre. Ma question à la Mineta, comment expliquez-vous cette attitude de méfiance du président Félix Tshisekedi pendant les déroulés de cet événement alors que c'était un moment d'échouement? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous adressez votre question à la ministre des Affaires étrangères. Je suis chargée de la diplomatie, pas de la lecture du body language. Donc, je ne vais pas m'étaler sur des spéculations. Je pense que ce que nous devons retenir aujourd'hui, ce sont les actes concrets qui ont été posés, à savoir la signature de l'accord. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation sur le body language qui peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel de la journée. Et c'est justement la signature de cet accord, y compris aussi la signature des accords bilatéraux et ce que cela représente pour notre pays. Merci. Voilà, M. Lusakweno, et puis on prendra la question de M. Noré de ce côté. Venez déjà avancer, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonsoir. Après avoir vécu depuis 30 ans cette guerre, en 1998 j'étais à Lusaka, et tout ce qui s'en est suivi, alors je vous parle du dialogue intercongolais, de Sun City, du dialogue global et inclusif de Pretoria, entre Congolais où l'implication du Rwanda était notable, du style des conseils que Paul Kagame a récemment donné à ceux qu'il soutient, du M23, s'il était eux. Deux questions pour vous, Madame la Ministre. Que va-t-il advenir de cet accord si le M23 pas concerné ne bouge pas? Deuxième question. Quand vous signez au mois de juin l'accord, votre homologue rwandais déclarait pas de retrait des troupes rwandaises sans neutralisation des FDLR. Aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, le dialogue est à un niveau supérieur, qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Trump dise, sans avoir peur d'être trompé ou trahi par les faits, que dans les quelques jours, dans les prochains jours, la situation va changer, les troupes rwandaises vont se retirer. Merci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité, les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington. Qu'est-ce qui donne au président Trump l'assurance que les choses vont changer sur le terrain dans les prochaines 72 heures? Écoutez, je ne fais pas partie de l'équipe du président Trump, je ne fais pas partie de ceux qui lui indiquent quels sont les leviers qu'il pourra activer, mais encore une fois, je pense que le fait que nous ayons
ayons franchi ce cap très important avec la signature au niveau de chefs d'État de ces engagements, des engagements qui prévoient justement très clairement une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Je pense que ceci nous donne un cadre assez clair qui clarifie justement ou qui explique, qui illustre les responsabilités des uns et des autres. Et il en revient au président Trump et à son équipe de savoir quels sont les leviers potentiels ou existants qu'ils veulent activer pour accélérer les choses ou pour rendre leur rôle de facilitateur peut-être plus percutant. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation là-dessus, mais je pense que quand un chef d'État se prononce de la sorte, il a certainement des éléments en sa possession qui le rassurent sur la faisabilité de certaines choses. Voilà, dernière question pour la Mineta. Monsieur HK, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je suis M. Honoré Kabongo. Ma petite question, elle ne cadre pas, elle ne fait pas partie du débat d'aujourd'hui. C'est au sujet de la réouverture de l'aéroport de Goma. Il y a des questions qui ont été posées là-dessus. La France n'en parle pas, la RDC non plus. Est-ce que nous avons abandonné les dossiers ou il y a quelque chose d'autre qui se prépare? Pour d'autres questions, je crois, les collègues ont déjà posé la question. Merci beaucoup. Merci. Alors, par rapport à l'aéroport de Goma, non, nous n'avons pas du tout abandonné le dossier. Je veux réitérer le fait que la réouverture de l'aéroport de Goma, conditionnelle pour justement faciliter l'accès humanitaire, a été énoncée comme une priorité par le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients du fait qu'une large partie de notre population dans ces zones occupées a besoin de cette assistance humanitaire. Nous savons aussi que les ressources et les financements pour l'assistance humanitaire sont de plus en plus réduits. Et donc, il y a un souci aussi d'efficacité, si vous voulez, quand il s'agit de l'utilisation de ces ressources dont nous disposons. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, si vous voulez, d'abandonner la question de l'aéroport de Goma. Il en va de la vie de milliers, de millions de nos concitoyens, de nos compatriotes. Donc, cela reste une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons affiché très clairement notre disponibilité, justement, à réfléchir sur comment rendre cela concret. Et nous restons sur cette position. Nous restons aussi engagés dans des conversations avec les différents acteurs humanitaires pour voir comment cela peut se matérialiser dans les plus brefs délais. Nous insistons aussi sur le fait que l'assistance humanitaire ne devrait jamais être utilisée à des fins politiques, ne devrait jamais être instrumentalisée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi, ou nous continuons aussi à mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités morales, mais aussi humanitaires vis-à-vis du comportement qu'ils affichent par rapport à cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma. La position du gouvernement est claire et nous espérons que l'humanisme va quand même se manifester aussi de l'autre côté et que nous allons arrêter de jouer avec la vie de milliers de personnes à des fins politiques ou stratégiques. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État pour merci beaucoup Madame la ministre d'État pour votre participation à cet exercice. Je sais que vous avez d'autres interviews encore qui vous attendent. Nous aurons l'occasion de nous retrouver. On va conclure avec les collègues qui sont ici. Prochaine question, on va donner à M. Israël Mutombo, qui sera suivi de M. Kalanji. Parole, Monsieur le ministre de l'Économie. Nous avons appris que le gouvernement avait, en date du 7 novembre 2025, paraphé un accord de coopération économique dans le cadre de la... Vous pouvez parler au micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais aller directement à des questions. Monsieur le ministre, hormis les zones d'intérêt commun, telles que le lac Kivu, avec le gaz et autres activités y afférentes, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'exploitation conjointe des ressources rwandaises? La deuxième... Vous dites de l'exploitation conjointe de? Je disais, hormis les zones d'intérêt commun, telles que le lac Kivu avec le gaz et autres activités y afférentes,
qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'exploitation conjointe de ressources rwandaises? Deuxième, avec le développement du corridor de Lobito, quel rôle pourra jouer le Rwanda dans la chaîne de valeur de matières premières congolaises dès lors que le produit ne passeront pas par l'océan Indien, mais plutôt par l'Atlantique et sans l'intervention de ces pays? Pour terminer, cet accord économique qui nous lie est signé pour combien de temps et les dividendes prévisionnels les dividendes prévisionnels du Rwanda peuvent être estimés à combien? Alors, votre question, je crois qu'elle a un double sens, parce qu'il y a une partie qui concerne le partenariat stratégique avec les États-Unis, mais il y a une autre partie, toutes les questions liées au Rwanda, c'est des questions qui sont plutôt destinées à l'expert qui a travaillé sur les sujets. Je voudrais commencer par le vice-premier ministre, et puis on terminera par l'expert sur les questions concernant le Rwanda. Bien, je pense que j'étais moi-même un tout petit peu perdu parce que je voyais qu'il y avait à la fois des aspects liés au cadre d'intégration économique régionale et d'autres liés donc à l'accord de partenariat stratégique, bien qu'il y a des liens, bien sûr. Hein. Il y a des liens entre les deux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de collaboration entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au moment où nous parlons? Si. Le barrage de Ruzizi, est-ce qu'il a arrêté de fonctionner? Ruzizi 2 fonctionne et fournit de l'électricité, un tiers au Rwanda, un tiers au Burundi, un tiers à la République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, il y a un projet de Ruzizi 3, 206 mégas, c'est-à-dire, c'est quoi 206 mégas, ça va faire à peu près 5 fois à peu près la capacité de Ruzizi 2. Le projet se monte, les bailleurs de fonds n'ont jamais quitté ce projet. Ce qui manque pour que Ruzizi 3 se construise, c'est la paix et la sécurité. Pour donner un peu plus d'électricité. Même dans les années les plus sombres, 98-2003, ces investissements-là, ces infrastructures-là, ont continué à fonctionner. Et je pense que le gouverneur Wameso a touché un mot là-dessus lorsqu'il est intervenu. Ce qui ressort du cadre d'intégration économique régionale, c'est le fait, en fait, de reconnaître que ce fut une erreur de la part de ces États voisins d'avoir voulu tuer la CPGL. Parce que ce qu'on essaye de recréer aujourd'hui, c'est ce que la CPGL avait voulu mettre en œuvre pour une prospérité partagée dans la région des Grands Lacs. Quels sont les secteurs qui ressortent dans ce document? Le premier secteur qui est cité, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Ces matières premières qui sortent aujourd'hui par des réseaux clandestins, elles ont besoin d'être transformées dans la région. Pour qu'elles soient transformées dans la région, il faut un peu plus d'électricité dans la région. En fait, le seul élément nouveau qui apparaît dans le document signé par notre collègue des Affaires étrangères ce matin, c'est les ressources minières. Mais sinon, tout le reste, ce sont des éléments que l'on trouve dans tous les documents de la CPGL, dans tous les projets de la CPGL. Et au moment où nous parlons, Sinelac, qui est une entreprise conjointe pour la gestion de barrages de Ruzizi, Sinelac n'a jamais fermé boutique. Sinelac continue à fonctionner. Quelle autre
illustration vous voulez encore pour démontrer que c'est des destins communs. Mais ces destins communs, il faut les construire dans la paix et la sécurité. Rappelons-nous, quand il accède à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses premiers actes, à partir de février 2019, il a visité chacun des 9 États voisins. Ce sont les premiers actes qu'il a posés en tant que président de la République. Visiter chacun des 9 États voisins, justement pour lancer cet appel à la coexistence pacifique, à la prospérité partagée à partir de nos ressources. Donc, l'Obito est une initiative importante, aujourd'hui qui fait courir, il faut le reconnaître, qui fait courir le monde entier. Ce n'est pas que les États-Unis, c'est également l'Union européenne, c'est les autres institutions financières multilatérales qui veulent bien voir se mettre en place, de notre point de vue, pas seulement un simple corridor de transport, mais un vrai corridor de développement. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est de faire, de favoriser par ce chemin de fer l'exportation de nos matières premières brutes, mais à l'aide des investissements dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du transport, dans le secteur de plateformes logistiques, justement de favoriser l'éclosion des espaces de production et de valorisation de nos ressources minérales. Monsieur le gouverneur, je me tourne de votre côté parce que sur cette question, il y a eu beaucoup de spéculations. Disons que nous voulons donner l'accès à nos ressources aux Rwandais pour qu'ils arrêtent de faire, de nous agresser. Certains disaient qu'on a fait le bradage. Certains disaient que dans ce qui se prépare dans le cadre d'intégration économique régionale, la République démocratique du Congo est perdante. Est-ce que vous pouvez, à travers cette question, rassurer nos compatriotes qu'aucun intérêt de la République n'a été bradé? Bon, je crois que c'est toujours ça la spéculation quand on parle de la RDC. Mais le cadre économique, le cadre d'intégration économique régionale va être public, tout le monde pourra le lire. Au fait, l'objectif, il faut toujours aller dans l'objectif profond. C'est que l'exploitation de nos ressources par le Rwanda est une réalité. Il fallait régler ce problème. Le premier problème... De manière illicite, il faut préciser. Bien sûr. Par les réseaux de proxy bien et sûr, les trafiquants. Donc, le pillage par la guerre, je l'ai expliqué ici, c'est que cette guerre, la raison fondamentale de la guerre, c'était piller nos ressources pour fournir, au fait, l'industrie du numérique, pour faire court. Alors, le cadre d'intégration économique régionale affirme d'abord une chose, la souveraineté de la RDC sur ses ressources. Pourquoi? Parce que pour créer une chaîne d'approvisionnement qui a une autre chaîne d'approvisionnement alternative à la place de ce qui a fonctionné pendant plus de 30 ans avec le Rwanda, il nous faudra du temps. Donc il faut d'abord faire en sorte qu'un produit qui vient du Congo soit estampillé Made in Congo, même si il devrait passer par le Rwanda, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le cadre d'intégration régionale économique le garantit. Deuxième chose, on garantit à chaque pays de pouvoir développer lui-même ses propres industries minières, de pouvoir transformer chez lui. C'est garanti. Et on dit ceci, si les deux pays trouvent des zones ou bien des terrains d'entente pour des développements communs, ils peuvent le faire. On ne dit pas qu'ils doivent mutuellement travailler mutuellement, non. Ce n'est pas une obligation, c'est écrit noir sur blanc.
s'ils ont ils trouvent des opportunités de développement commun, ils peuvent le faire. On ne peut pas le refuser. Puisque, encore une fois, avant 45, entre 40 et 45, vous ne pouviez pas dire aux Allemands et aux Français qu'ils pouvaient faire des projets communs. Après, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait ensemble jusqu'à faire l'euro. Donc, on ne peut pas préempter de ce qui va arriver dans l'avenir. Mais il faut le construire aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela qu'on protège ce cadre de travail, mais en affirmant notre souveraineté sous on va dire, l'umbrella des États-Unis. Deuxième chose, pourquoi on insère l'Obito dedans? D'ailleurs, ça ne venait pas de nous, je dois vous dire ça, c'était un souhait des États-Unis. Pourquoi? Parce que les voies d'évacuation naturelles des produits qui iraient par le Rwanda, c'est par où? C'est l'océan Indien. Et l'océan Indien, c'est où? C'est la Chine. Donc, il fallait faire en sorte que dans l'intérêt des Américains, qui sont les parrains de ce cadre d'intégration régionale économique, qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir développer une chaîne d'approvisionnement qui passe par l'Ouest. Parce qu'on ne sait jamais, les terres rares, c'est le Maniema. Et il y a un projet de route ou même de chemin de fer qui quitterait le Katanga, qui remonterait jusqu'au Maniema. Et il y a un projet de route qui descendrait de Bukavu, Uvira, Kalemi, pour descendre aussi vers le Katanga et rejoindre le corridor de l'Obito. Donc c'est inverser la tendance, faire en sorte que le Kivu, qui est quand même riche en richesse, ne soit pas tourné vers l'Est, mais aussi vers l'Ouest. Donc vous comprenez la logique, mais je le redis encore. Tout ceci ne pourra fonctionner qu'avec notre sérieux. C'est quand nous allons nous montrer des partenaires sérieux. Et moi, je le dis vraiment sans langue de bois. Ils ont expérimenté pendant 30 ans une coopération sur nos matières premières avec le Rwanda. Ça a fonctionné. Vos iPhones ici, vos Samsung, le coltan vient de chez nous, ça passe par le Rwanda, mais ça approvisionne les usines qui produisent les téléphones portables qui sont vendus au monde entier, y compris à nous les Congolais. Donc si nous voulons entrer dans un partenariat stratégique sérieux avec les Américains, il faudrait qu'on se montre sérieux nous-mêmes et que nous puissions, comme on dit ici, we need to deliver. Nous devons montrer que nous sommes capables de pouvoir approvisionner les chaînes, approvisionner de manière optimale, les approvisionner de manière optimale en matières premières stratégiques dont ils ont besoin pour leur économie. Maintenant, je veux revenir à ce que vous avez dit par rapport... Les sérieux, c'est ce que nous mettons avec le président. Est-ce qu'on va venir puiser? Je crois que le VPM a répondu de manière... mais non, ça sera, comme dit le président, du win-win. C'est-à-dire que vous venez avec votre entreprise, vous avez un gisement et vous allez respecter le code minier et vous allez faire des joint ventures, quitte à le faire avec Gécamine ou avec Sakima, ou avec... Ça va vraiment fonctionner de manière... Et ça sera tout à fait transparent. Et vous savez, la transparence, c'est d'abord quelque chose qui est lié à l'éthique des affaires au niveau des États-Unis. Tout va être publié. Vous avez vu tout ce que nous avons signé. Puisque ça a été signé aujourd'hui, il y a une obligation légale. Avant 17 heures, tout était rendu public. Donc, tout va être transparent. Et je voudrais finir par autre chose. Dans le cadre d'intégration régionale économique avec le Rwanda, vous savez qu'il y a les normes de l'ITIE dont ils n'étaient pas... ils n'ont jamais voulu... Voilà, ils n'ont jamais voulu accepter l'ITIE. Mais dans le cadre de ces négociations, nous les avons obligés. Pourquoi? Parce que avec la signature de se conformer à l'ITIE, ils doivent faire un effort supplémentaire de traçabilité qu'ils ne faisaient pas. Vous savez qu'ils prenaient les matières premières en RDC, ça arrivait au Rwanda et ça entrait dans du packaging et c'était estampillé. Alors que maintenant, avec le processus de l'ITIE,
cette pratique va devenir de plus en plus difficile. On doit savoir de quel trou ça sort. Voilà, exactement. Voilà, merci. On va terminer. On va prendre les 3 dernières questions, s'il vous plaît. Monsieur Kalanji, Monsieur Moubenga, avant c'est Gardigana. Allez-y. Venez, s'il vous plaît, vous poserez les 3 questions en série. On va terminer par vous, s'il vous plaît. Allez-y, Gardigana, s'il vous plaît. Allez-y. Pour la question, je veux poser 2 questions très directes. D'abord au VPM. VPM, prière de noter, nous répondrons à une série pour terminer. C'est une question de précision VPM. Tout à l'heure, vous avez semblé dire que l'accord stratégique est tributaire des résultats dans la dynamique de paix. Mais une question de précision, quelle est la nature que vous donnerez à l'accord signé le 27 juillet dernier 2025 avec Cobod Metal, qui est une société américaine, et dont dans la communication on a articulé la signature de cet accord comme étant le prérequis de cet accord stratégique. Mais aussi dans la même question, est-ce intéressant de commencer une telle approche stratégique avec un espace qui fait l'objet d'un litige avec AVZ, l'ancien exploitant? Au gouverneur, je dirais le principal négociateur, ma question s'articule autour de l'intervention, encore votre introduction dans la réponse que vous accordez à la question de William Kalingai. Vous avez semblé dire que la RDC, dans sa naissance, n'était pas imaginée comme étant un État indépendant. Donc, nos problèmes, peut-être notre faiblesse aujourd'hui est de l'ordre congénital. Quels sont les axes essentiels dans cet accord qui nous permet d'échanger ce prisme-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change pour que le monde, qui nous voyait comme une simple réserve, puisse changer son regard également sur l'évolution de cet État? Merci. Monsieur Kalanji, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir tout le monde. Pour aller vite, tout droit au but, ma question a 2 volets. La première, vous avez très bien parlé, j'ai saisi, mais je m'inquiète un peu. Est-ce que vous avez... Did you have a timeline? J'ai compris que tout ce que vous avez dit était vrai, mais vous n'avez pas donné les limites. Quand est-ce que vous allez dire, bon, le Rwanda, nous vous donnons 3 mois, 1 mois, 6 mois pour libérer le Congo? Si vous ne quittez pas dans ce temps-là, voici les punitions qui vont tomber sur vous. Parce que quand vous dites qu'il y a la pression américaine, et comme le gouverneur l'a dit, il y a quand même cette crédibilité américaine. Oui, la crédibilité, on peut mettre la pression pendant 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans. Et le Rwanda, nous connaissons leurs habitudes, ils risquent de refuser toujours de partir, et nous serons toujours en train de... Oh, on va parler, on va parler. Moi, je pense, si vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a un set time, when is it going to take for them to leave the Congo? C'est là, s'ils ne livrent pas de Congo, voilà les punitions que les États-Unis et le Congo vont implémenter sur eux. Voilà. Parce que nous connaissons Kagame. Deuxième volet. Maintenant, admettons qu'ils changent. Le Rwanda s'en va. Ils quittent le Congo, tout est calme, tout va bien. Ils partent dans 24 heures, comme Donald Trump l'a dit. Est-ce que vous pensez aussi que ça doit finir par là? Ils sont partis, c'est la paix du monde. Alors les 15 millions, 20 millions de morts congolais, y aura-t-il des punitions pour ce pays qui nous a détruits pendant 30 ans? Ou bien il n'y aura plus de punitions, ils vont chez eux, c'est la paix du monde, Jésus-Christ est vivant. Merci. Voilà. Merci, bien noté. Monsieur Moubenga, on termine par vous, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je m'adresse au gouverneur, qui est le principal négociateur. Dans ces deals ou dans ces partenariats stratégiques, parce que quand on parle de... Je ne suis pas le principal négociateur pour le partenariat stratégique. Ah, le partenariat stratégique RDC-États-Unis, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Le cadre d'intégration économique régionale, c'est le gouverneur, mais ici, il intervient comme principal négociateur. Alors, je vais aller dans le cadre de l'intégration régionale. Nous voyons que, je ne sais pas si c'est une faiblesse, parce que autour de ces cadres d'intégration régionale, vous reposez peut-être votre argumentaire sur le fait que le Congo est sous-développé, il n'est pas équipé, il n'y a pas des infrastructures, et que chez les voisins ou les autres, on peut aller directement, il y a des raffineries au Rwanda, chez nous, il n'y en a pas, et nous pouvons prendre les minéraux chez nous et travailler de l'autre côté. Pendant... Oui, je ne sais pas si c'est... Allez-y, la question. Alors, quel est les timings pour la RDC de pouvoir se reconstruire,
où se construire, avoir des raffineries et avoir l'électricité parce qu'il y a un déficit majeur avec Inga et tout ça. On ne peut pas attendre, les entreprises américaines veulent directement venir travailler au Congo. Quel est le temps que vous, en tant que gouvernement, vous avez prévu pour que cela soit possible? Et pour la deuxième question, avec les partenariats stratégiques, la Chine est aujourd'hui un principal partenaire de la RDC. Quelle est sa place dans ces partenariats que vous venez de signer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un conflit entre les deux grandes puissances qui vont se battre chez nous et les bombes vont tomber sur nous, ou vous avez vraiment garanti aux Chinois que non, de toutes les façons, nous sommes avec les Américains, vous venez de temps en temps la nuit aussi prendre votre part? Voilà, merci pour vos questions. On va commencer. Allez-y alors, rapidement, Madame Rachel. Non. Au fait, c'est juste une petite question de précision, mais qui va compléter la question de mon collègue Kalonji. C'est sur la question des contraintes, le temps. Quand on lit l'accord sur la question, par exemple, du cadre d'intégration économique et régionale, il y a un deadline qui est donné dans cet accord. Après 3 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes sera défini dans un accord distinct. Vous avez l'accord, Monsieur le ministre. Il y a un délai qui est donné. Dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination de sécurité, là aussi, il y a un délai qui est donné. 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Mais sur la question du désengagement, qui est une question fondamentale et sur laquelle le peuple congolais s'attend à ce que la solution puisse arriver de le retour de la paix définitive et principalement les populations de l'Est, il n'y a aucune date qui est avancée. Là, il est simplement dit que d'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient le désengagement, le désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Ça, c'est sur la question du désengagement. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune contrainte de date. Ouais, c'était juste une question de précision. Et c'est ça qui met en cause la question de... Voilà. Parce que votre question recoupe à celle posée tout à l'heure, je pense, par M. Peter Tsani. Exact. Monsieur le vice-premier ministre, la Chine, qui est dans un challenge mondial avec les États-Unis, on va commencer par vous et le gouverneur va prendre les volets des questions qui le concernent et je terminerai par la question de M. Kalonji et de Mme Rachel. Allez-y, s'il vous plaît. Je pense que nous n'avons pas signé un accord pour remplacer un partenaire par un autre. La position de la République démocratique du Congo, c'est que nous avons intérêt à diversifier nos partenariats. Nous avons un cadre de coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine qui est en vigueur, qui permet aujourd'hui d'ailleurs de financer un certain nombre de projets d'infrastructures qui sont en cours. Regardez ce qui se passe sur la RN1. Les travaux sur la RN1 avancent bien. Les travaux sur les 2 rocades à Kinshasa avancent. C'est des financements du programme sino-congolais. Parlons justement des ressources minières. Qu'est-ce que nous avons, disons, entre 2000 et 2025, c'est-à-dire sur les 25 dernières années, qu'est-ce que nous avons réalisé comme découverture pour savoir s'il n'y a pas encore une mine d'une certaine importance ici ou là? Pas grand-chose. Donc, ne considérons pas qu'il y a un potentiel limité et que sur ce potentiel limité, nous allons nous mettre au milieu de 2 géants qui vont se battre en nous piétinant.
La collaboration avec la Chine, elle se poursuit dans un certain nombre de domaines. Le président de la République a pris part aux travaux du FOCAC, du Forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. Moi-même, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, je pense, j'ai pris part à un forum de coopération, économique entre la Chine et l'Afrique. Donc, ça, c'est un cadre qui existe. Et regardez ce que nous avons mis dans ce texte. Et là, je peux répondre à une question qui a été posée au sujet de Cobalt et des autres entreprises. L'accord n'a pas été fait pour une entreprise ou pour un projet particulier. Il est fait, c'est un cadre général qui a, entre autres choses, pour objectif, et je voudrais le répéter encore, entre autres choses pour objectif, dans le domaine économique et commercial, d'ouvrir un peu plus l'espace de la RDC aux investisseurs américains, pas seulement aux investisseurs américains, parce que l'accord parle également d'entités alignées, c'est-à-dire des investisseurs qui sont en bon terme avec les États-Unis d'Amérique et qui peuvent donc venir, qui sont éligibles autant que les entreprises américaines à ce qui est prévu. Mais l'accord va au-delà du commerce et de l'économie. L'accord parle également de coopération dans le domaine technologique, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'éducation, tout comme l'accord parle des aspects de sécurité et de défense qui sont prévus dans un document à part qui a été signé, comme on l'a rappelé également ici. Et justement, cette question de Cobalt, je sais, voilà, avec AVZ et ainsi de suite, l'un des objectifs recherchés dans cet accord, c'est aussi de rendre l'environnement d'affaires de la RDC un peu plus lisible, un peu plus prévisible pour les investisseurs. Et à cet effet, l'accord a prévu que, plutôt que de créer des incitations dans l'accord, les incitations aux investisseurs sont prévues dans une loi. Et nous allons utiliser une loi existante, la loi 13-005 de janvier 2014. Pour la petite histoire, c'est une loi qui avait été promulguée pour donner une assise légale au programme sino-congolais. Parce que c'est une loi qui fixe les facilités douanières, fiscales, parafiscales et de change pour les entreprises ayant conclu un accord de coopération avec la République démocratique du Congo. Donc, avec nos partenaires américains, on a convenu que c'est cette même loi qui va subir des amendements pour lui donner un caractère beaucoup plus global et prévoir dans cette loi des dispositions qui vont rassurer davantage les investisseurs. Je vous donne un simple exemple. Nous avons la loi sur la TVA qui prévoit que pour les miniers, la TVA remboursable doit être remboursée dans les 30 jours. En réalité, monsieur le gouverneur de la Banque centrale sait que nous traînons une enveloppe assez consistante de TVA devant être remboursée, mais qui n'est pas remboursée dans le délai, et cela met à mal la trésorerie de ces entreprises. Donc nous allons essayer de prendre en compte ces remarques, ces observations qui sont faites par nos partenaires pour amender la loi, de manière à ce que cette loi, de la même manière que le Code minier dispose d'un cadre unique qui rassure, qui stabilise le climat d'affaires au profit des entreprises qui investissent en République démocratique du Congo. Donc nous voulons offrir, mais il est évident, parce que c'est une loi, on ne va pas dire que c'est une loi qui est faite pour les entreprises américaines. C'est une loi qui sera faite pour toutes les autres entreprises qui veulent investir
en République démocratique du Congo. Alors, monsieur le gouverneur, rapidement, pour ce qui vous concerne. Ok, je voulais juste faire une petite... rajouter quelque chose sur Cobalt Metals, parce que Cobalt Metals faisait partie des... on va dire des éléments de jugement que le gouvernement américain voulait tester par rapport à notre volonté d'aller dans ce partenariat stratégique avec eux. Je vous le dévoile aujourd'hui. Et nous avons trouvé une astuce. Nous avons dit, nous sommes en litige. La République démocratique du Congo est en litige avec AVZ, en arbitrage quelque part. Ce que nous on fait, c'est que si vous nous garantissez que vous allez régler ce litige entre Cobalt et AVZ, nous vous donnons l'accès au lithium. Et ça marchait. Ça veut dire que nous nous sommes retrouvés ici aux États-Unis, Cobalt, AVZ et les autorités américaines, et nous avons fait la proposition de la sortie de crise sur le lithium de Manono avec AVZ. Et ça a été accepté comme tel, et c'est comme ça que Cobalt, au fait, a signé ce partenariat qui lui donnait accès au lithium dans la partie sud de Manono, et continue, au fait, des discussions qui ne concernent plus la République démocratique du Congo avec AVZ. Donc c'était, comme on dit, un proof of concept. On a montré que nous étions sérieux dans ce domaine, et ça fait que les choses ont pu s'accélérer. Je voulais juste faire ce petit commentaire parce que c'est des choses que parfois les gens ne voient pas, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors vous avez parlé de l'État indépendant du Congo. Justement, c'est un anachronisme parce que indépendant, nous ne l'étions pas, mais c'était plutôt indépendant pour les autres. Et c'est ce que je disais. Pendant toutes ces années, à chaque fois que, à la faveur d'une révolution industrielle, le monde marchand, je n'aime pas appeler ça le monde capitaliste, puisque les Chinois ne le sont pas, mais ils font partie du monde marchand, a eu besoin de nos matières premières, ils se sont passés de nous. Ils sont venus, ils ont puisé, ils sont partis. Et le dernier cas en date, c'est en 1996. Ils sont venus, ils ont puisé, ils sont partis. Et ça a duré comme ça 30 ans. Et on nous a dit que non, vous avez des problèmes politiques, hein, qu'il faut vous rassembler, c'est un problème congolo-congolais. On nous a dit que c'était un problème d'intégration d'une communauté. On nous a dit... Mais la réalité, ce n'était pas ça. La réalité, c'est l'accès à nos ressources. Et une fois qu'on l'a compris, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sépare ce qui peut concerner nous, les Congolais, en tant que nation, qu'on le traite à part. Et c'est ça que le président de la République fait maintenant. Il dit, les problèmes politiques, ça peut exister. Mais la crise qui est celle du Kivu, telle qu'on la connaît là, l'origine, ce n'est pas du tout un problème politique. C'est un problème d'accès à nos ressources, et nous allons le traiter à la racine. On va traiter à la racine avec qui? Avec le patron du monde occidental, avec les États-Unis d'Amérique. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a cet accord à Washington. Et ça marque un tournant parce que pour la première fois, et je le dis encore, c'est pour la première fois que pour discuter de l'accès à nos matières premières stratégiques, on discute avec nous-mêmes. On vient discuter avec nous. Alors que ça n'a, je vous ai montré historiquement que ça n'a jamais été le cas. Si vous avez un autre exemple où on a fait des partenariats comme l'Arabie Saoudite l'a fait avec les États-Unis sur le pétrole, sur notre uranium, sur notre cuivre, sur notre caoutchouc, vous venez me le dire. Moi, je peux remonter aussi loin de notre histoire, je ne connais pas ça. Maintenant que ça se fait, je dis encore une fois que c'est de notre responsabilité.
il faudrait qu'on élève le débat, qu'on élève le niveau dans lequel nous devons placer notre pays, pour qu'on puisse mettre de côté les querelles qui puissent exister et se dire qu'en face de ce qui touche notre nation par rapport à ces questions-là, que nous puissions nous montrer responsables. Voilà. Oui. J'allais juste finir. Allez-y, terminez. Oui, la question de timeline. Mais la question de timeline, et vous allez le voir, ça a été défini dans les accords. Ça va être, parce qu'il y a ce qu'on appelle les groupes, des commissions, hein, avec un certain nombre de contrôles qui se passent entre aussi bien les États-Unis, le Rwanda, la RDC, que maintenant même le Qatar. Hein, ils se réunissent souvent ici à Washington. Et c'est comme ça que ça va... Mais moi, je dis, tout ça, c'est rien. Rappelez-vous, en 2013, vous êtes ici aux États-Unis. Il a suffi d'un coup de fil du président Obama à l'époque pour que les troupes rwandaises quittent le territoire à l'époque. Donc, tout ça, c'est bien. C'est prévu. Hein, mais je ne fais pas partie je n'ai pas fait partie de ces discussions. Mais ça existe et ça fait partie d'un processus qui est défini avec des acteurs qui sont définis. Maintenant, la justice, le président a toujours été clair là-dessus. Il a encore rappelé la dernière fois, quand il était en Serbie, et c'est même écrit dans l'accord de paix du 27 juin, que ceux qui ont commis des crimes vont être jugés. Donc la justice, elle fera son chemin. Vous savez que ce ne sont pas les premiers crimes de guerre qu'il y a eu. La justice, même si elle prend son temps, mais elle va arriver, et à partir du moment où nous savons, et je comprends que les compatriotes, nos compatriotes, et nous-mêmes, nous avons ça dans notre esprit, nous savons que nous devons juger ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides chez nous, en République démocratique du Congo. Dernière chose, c'était la question de M. Mubenga. C'était par rapport à est-ce que l'exploitation de nos ressources, puisque nous n'avons pas les infrastructures, si ça va continuer à se faire au Rwanda, quand est-ce que nous allons le faire? Mais c'est pour cela que, d'abord, je voulais revenir à cette question de minerais et la réaffirmation de nos lois, notamment le code minier. Vous savez que le code minier interdit l'exportation des matières premières brutes. C'est déjà ça le fait qu'on fasse reconnaître dans ce cadre d'intégration régionale économique que la RDC a le droit de respecter ses lois et notamment son code minier. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne pourra plus, dans le cadre dans ce cadre d'intégration régionale économique, de pouvoir exporter vers le Rwanda les matières premières brutes pour transformation. Il faut un minimum de transformation localement. Deuxième chose, on réaffirme le monopole dans ce cadre d'intégration régionale économique de l'EGC, puisque c'est l'entreprise générale du cobalt et on a élargi le champ des matières premières concernées par l'EGC. Donc ça veut dire que pour pouvoir l'exporter, il faut passer par l'entreprise nationale qui est responsable de ces matières premières artisanales. Et ensuite, nous avons aussi la RECOMS, qui est l'autorité des régulations. Donc, on a tout un arsenal juridique que nous avons mis en avant dans cet accord pour protéger nos intérêts. Vous aurez le temps de et le dans lire cet accord, et le découvrir. Évidemment, on reconnaît la législation. S'il vous plaît, M. Mubenga, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en train, ce n'est pas un échange. Vous avez posé vos questions. Il prend le temps de vous répondre. S'il y a d'autres préoccupations, il peut continuer parce que c'est une conversation qui ne va pas se terminer. Nous avons pris beaucoup de temps parce que les matières étaient énormes, par souci de transparence, pour éviter des zones d'ombre. Ceci dit, on ne va pas épuiser tous les sujets. Donc, je souhaite que vous puissiez garder vos questions pour les discussions qui se feront. Même en aparté. Hein, même en aparté. Bon, j'ai vu qu'il y a M. Katunda qui voulait poser des questions aussi. Mais je crois que les questions qu'il a soulevées sur
les mémorandums sur la sécurité ou encore sur l'accord de partenariat stratégique ont déjà plus ou moins trouvé les réponses par le vice-premier ministre. On pourra continuer dans le couloir. Mais ici, parce que nous devons terminer, je dois rappeler, comme M. Kalonji posait la question tout à l'heure, quelqu'un me disait, en définissant la stratégie diplomatique du président Trump, que c'est la paix par la force. Alors, je ne voudrais pas aller, je n'étais pas évidemment dans les réunions de ce matin, mais vous avez vu que lorsqu'il répondait à cette question, il a donné des nombres de jours. Madame Rachel est revenue sur l'accord. Évidemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en paraphrasant le secrétaire d'État Rubio, une chose est de signer, mais une autre est de l'implémenter sur le terrain parce que, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, il faut un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, il faut un mécanisme qui permette de vérifier ces cessez-le-feu. Pour ce qui nous concerne, il faut les retraits. Il faut mettre en place des dispositifs qui permettent de vérifier le retrait. L'accord a déjà été signé. Il y a des réunions qui se font dans le cadre du mécanisme de coordination des sécurités, c'est dans l'accord. Il y a des réunions qui se tiennent dans le cadre du comité conjoint de surveillance. C'est que le secrétaire d'État Rubio a dit, je l'ai paraphrasé, c'est qu'aujourd'hui, il y a un engagement au niveau des chefs d'État. Et donc, lorsque le président américain dit que dans 3 jours, vous allez voir du changement, il parle le monde entier. Il y avait d'autres chefs d'État invités spécialement sur les sujets. Il y a des services, nous attendons de voir les conséquences sur le terrain. Ici, ce qu'il faut savoir, et c'est l'essence de cet exercice, que nous sommes venus dans un processus totalement transparent. Et d'ailleurs, toutes les signatures qui se sont faites aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, accompagné des élus nationaux, ont participé, parce que nous avons une dimension parlementaire qui suivra. Ici, le souci principal, c'est de vous montrer que nos lignes rouges, en ce qui concerne l'intégrité territoriale de la RDC, ont été tenues. En ce qui concerne la souveraineté sino-minerais, ont été tenues. En ce qui concerne, évidemment, le rapport 50-50 que nous devons avoir avec les gouvernements américains, ont été tenus. Que les Congolais qui nous suivent à Kinshasa et partout dans le monde, en commençant ici par les États-Unis, notent que nous sommes venus ici sur un temps de gravité. Je pense que vous avez vu plus ou moins quelqu'un parler de body language ici, du président de la République. Nous serons pleinement satisfaits le jour où nos populations dans les partis qui sont sous occupation recouvreront la paix. C'est la quête dans laquelle nous sommes. Nous avons franchi des pas importants pour ces jours historiques. On parle d'un conflit des 30 ans, mais aujourd'hui nous pensons que nous sommes à la porte qui va nous amener vers le règlement définitif pour aller vers le développement. C'est ici les lieux de saluer la médiation américaine, l'implication du président Trump, parce que lui-même a pris le dossier à bras-le-corps. Et nous pensons que tout ce qui a été dit ici, monsieur le vice-premier ministre, va devenir réalité. Je ne vous donne pas des mots de la fin parce que vous avez déjà tout dit, sauf s'il y a un petit commentaire particulier. Monsieur le vice-premier ministre? Non, je pense que tout a été dit, mais le dialogue va continuer. Le plus important, je pense que c'est le fait que ce qui est fait se fait dans la transparence. Tout à fait. Les documents, certains d'entre eux sont déjà disponibles. Et vous, les amis de la presse, je suis sûr que vous avez déjà pu avoir accès à ces documents. Évidemment, il y a certains documents qui ne peuvent pas être mis sur la place publique pour des raisons évidentes. Mais il est évident qu'il y a un caractère global qui est peut-être on va dire la nouveauté dans ce qui a été fait aujourd'hui, parce que la discussion que nous venons d'avoir, l'échange que nous venons d'avoir, révèle bien qu'on parle à la fois d'économie, on parle de sécurité, on parle de la coexistence pacifique avec les États voisins, mais on parle aussi, et ça, il est important que les Congolais le retiennent, on parle aussi du fait que le point de départ pour que tout ceci se mette en place, c'est la paix
c'est le retrait des troupes rwandaises, c'est la restauration de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci, Monsieur le Gouverneur. Je rappelle que vous intervenez pas ici comme gouverneur, mais plutôt comme l'un des principaux négociateurs pour ce qui concerne le cadre d'intégration économique régionale. Merci à vous d'avoir été patient. La journée a été longue, mais il était de notre devoir de remplir aussi ces devoirs, permettez la tautologie, de redevabilité. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. C'était long, mais c'était utile. C'était utile parce que...